au niveau du club urbain, on a conduit dans un logique projet des travaux autour de l'agile et de l'adaptation de notre métier d'architecture à l'agile. Et ces 3 années-là, on a voulu, au travers de ce rapport qui est aussi maintenant disponible sur le site du club, hein, donc on vous mettra les liens en retour de webinar pour que vous puissiez le télécharger si vous le souhaitez. Mais au travers de ce rapport, on a essayé de repositionner les éléments, les enseignements de ces 3 ans autour du sujet agile. Alors, du coup, au travers du webinar, on va essayer de vous commenter les éléments un peu du rapport pour que vous ayez la grille de lecture du rapport. Et on va, avec Klaxoon, je vous propose d'interagir sur la réalité chez vous de peut-être des adaptations de l'architecture à l'agile, et on pourra, sur cette base-là, peut-être avoir une session de questions-réponses pour échanger sur ces dynamiques de changement qui sont à l'œuvre, je pense, un peu partout. Alors, le club urbain, je passe très vite parce que c'est en démarrage de rapport, on a rappelé effectivement le club et ses modes de fonctionnement. Le document en tant que tel, il s'inscrit effectivement dans la continuité des travaux qu'on a conduits, et notamment l'année dernière, on avait produit un livre blanc sous format Word, dans lequel on avait essayé de préciser un peu l'état de l'art sur le sujet agile en architecture, et nous donner des éclairages et quelques convictions. En 2019, donc l'année dernière, on a mené des explorations complémentaires à ce qu'on avait pu faire en 2017-2018, et ce qui nous amène aujourd'hui à avoir une vision mise à jour de ces convictions de 2019. Et ce que je vous propose là, aujourd'hui, c'est d'évoquer la transformation agile, et de faire le point là-dessus sur nos constats autour de la transformation agile, les défis de l'architecture dans ce contexte-là, revenir sur les choix qui ont pu être opérés par les équipes d'architecture qui ont témoigné au club urbain, et parler du cadre IDEA, parce que cette année, on a travaillé plus particulièrement au sein du club et un peu plus largement là, dans ma société Gluendoo, sur le dialogue intentionnel émergent, qui est un sujet clé de l'architecture en agile. Et du coup, ça nous a conduit à proposer un cadre en Creative Commons, et on voudrait vous le présenter et voir votre ressenti sur ce cadre-là par rapport à la réalité de ce qui se passe dans vos entreprises. Donc, sur ces 4 éléments qu'on retrouve du coup dans le rapport, la transformation, les défis, et derrière ce qui se passe, les pratiques déployées, et du coup ce dialogue intentionnel émergent, un certain nombre d'acteurs, et je pense certains sont connectés, ont pu participer aux travaux de ces dernières années. Notamment, on avait conduit avec le SIGREF un événement autour de l'agilité et l'architecture, si c'est possible. Je pense que certains d'entre vous avaient pu y participer. Dans tous les cas, on constate, et je vais aller assez vite dans ce chapitre-là, vous pourrez à la fois dans le livrable détaillé de 2019 et dans ce document-là, peut-être hors session, relire et partager ou voir si vous vous y retrouvez dans ces constats-là. On a pu constater, c'est que le monde change. L'actualité ne fait que le rappeler de façon encore plus criante. Le monde change, et on a des innovations technologiques, des évolutions sociologiques profondes qui font que, notamment, on doit être encore plus qu'avant, sans doute, centré vers nos clients au sens large, les expériences, c'est leurs besoins, sans être là pour toujours apporter davantage de valeur, innover dans nos produits et services, et développer
une ouverture. On parle beaucoup, et beaucoup d'entreprises, encore cette année, parlent de logique plateforme, mais on est dans un monde de plus en plus, on doit interagir avec un écosystème, et ces éléments-là sont accompagnés aussi d'une nécessité d'adaptation des entreprises vers plus de vitesse, une gestion de l'incertitude et de la complexité dans une logique systémique. Donc ces éléments-là, hein, c'est sûr que l'agile, depuis maintenant, ça remonte à quelques années, voire décennies maintenant, les origines, mais est une solution que bon nombre d'entreprises ont trouvé adaptée à ce nouveau contexte et à ces transformations profondes, parce qu'elle permet de répondre à cette exigence de vitesse, et en tout cas d'adaptation en continu, et de gérer l'incertitude et la prise de risque. Donc l'agile, délivrer plus vite en traitant l'incertitude, c'est quand même une de ces promesses qui est une de ces réalités, et ça nous pose, nous, questions, effectivement, en tant qu'architectes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve autour du sujet agile? Les entreprises et le marché essayent d'apporter des réponses, hein, notamment au passage à l'échelle, parce que de l'agile, qui est là de la nécessité d'avoir une transversalité, une cohérence et potentiellement un alignement par rapport à des enjeux d'entreprise. C'est un des sujets et un des défis qu'amène l'agile. Et là-dessus, c'est sûr qu'on a le marché à proposer des cadres pour faciliter ces nécessités de coordination. Alors, on va retrouver des cadres historiques, LES ou Nexus, qui sont des façons qui s'appuient sur toute la philosophie Scrum, et qui, pour Nexus, essaye à l'échelle d'organiser les sprints d'intégration, pour LES à organiser la fabrique d'intégration. On a bien sûr SAFe qui commence à devenir assez hégémonique sur le sujet d'agile à l'échelle, parce qu'il a cette capacité à être assez complet, très bien documenté, et du coup fournir des guidelines forts, une capacité de construire des écosystèmes avec des prestataires qui sont formés, certifiés, qui font que ça facilite le déploiement de l'agile à l'échelle. Donc c'est sûr que SAFe devient de plus en plus important et assez hégémonique sur le sujet de l'agile à l'échelle. Malgré tout, on a aussi d'autres frameworks que je pense bon nombre d'entre vous utilisez, ou sur lesquels il y a des pans dans lesquels vous allez piocher pour enrichir vos modes de fonctionnement. Alors, il y a Discipline Agile, qui est très centré sur la logique d'organisation des équipes. Il y a non pas le framework, mais l'inspiration Spotify, qui aujourd'hui apporte vraiment le mindset et le fonctionnement et la culture agile de façon vraiment intéressante. Et puis d'autres frameworks qui ont pu émerger dernièrement. Alors, tous ces frameworks, effectivement, et SAFe a évolué dernièrement sur le sujet architecture, donc apportent des éléments de réponse globale sur l'agile, et encore plus dernièrement a compris que l'architecture, je pense pour bon nombre d'entre eux, était essentielle, et renforce cette dimension-là. Maintenant, il y a des défis pour nous, architectes, et on avait synthétisé déjà l'année dernière les défis sur cette planche-là au sein du groupe projet, en se disant que finalement, nous, équipe, nous, architectes, il fallait qu'on soit plus à même qu'avant d'apporter des réponses à l'agilité stratégique qu'amène l'agile globalement au niveau de l'entreprise. On a sans doute un rôle à jouer pour comprendre et faire comprendre les évolutions qui se jouent, parce qu'on a cette vue un peu systémique de façon historique sur ce qui se passe. Et donc, on est là aussi pour conduire les études d'impact dans cette vue un peu globale. On peut être là aussi pour identifier les opportunités technologiques et business,
et on nous attend sur l'innovation. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes d'architecture qui sont mobilisées et qui jouent des rôles le plus importants pour comprendre, faire comprendre, mener des études d'impact et dans l'innovation, hein, dans les phases amont pour arriver par leur vision un peu globale à donner, à aider à la prise de décision et à avancer de façon itérative dans ces nécessaires évaluations et potentiels pivots que peuvent opérer des pans de l'entreprise. Donc ça, c'était un défi et aussi une opportunité qu'on avait perçue au sein du groupe projet et de nos échanges ces dernières années. On en avait cité d'autres qui touchaient à la vitesse d'exécution. Bien sûr, nous, architectes, l'agile, ça nous amène à nous re-questionner sur les fondamentaux du SI. Et c'est vrai, il faut vraisemblablement, pour accompagner ces nécessaires évolutions, construire encore plus qu'avant des SI distribués, des SI évolutifs et modulaires, et savoir exploiter les ressources internes et externes qui existent déjà. Ça, c'est des éléments qui sont sans doute encore plus forts aujourd'hui qu'ils n'étaient. De même que les attentes qui peuvent être là autour de la qualité et de la performance des équipes. On sait que l'architecte fait peut-être, on parle, et j'introduis là un des thèmes qu'on va développer plus tard, mais de l'intentionnel et de l'émergent, de ce dialogue-là. On est potentiellement porteur de l'intentionnel, ou en tout cas d'une capacité d'intégrité à l'échelle de nos systèmes. Et c'est ça qui fait contrepoids potentiellement aux innovations et au design émergent, ou en tout cas, au travers de ce dialogue-là, on évite potentiellement des erreurs et des difficultés pour demain, des refactoring trop importants, et donc en ça, on améliore la performance des équipes. Donc ces attentes-là autour de la vitesse d'exécution, je pense que les architectes, on a un rôle à jouer sur ce registre-là, tant dans la construction elle-même du SI que dans les guidelines ou l'accompagnement des équipes pour éviter des refactorings trop forts, sachant qu'il y a un des aspects aussi qui va avec l'agile, mais qui va aussi, c'est la data, qui est dans les transformations profondes actuelles. Et la valeur de la data passe aussi par la qualité de cette data, la maîtrise du processus de collecte et jusqu'à la valorisation. Et ça, si on veut être rapide dans l'exploitation de la data, il faut s'assurer que ces éléments soient sous contrôle. Donc ça, c'était un deuxième pan on s'était dit important, de défi sur lequel on devait se pencher. Le suivant, c'était la résilience. Au-delà de, je disais, la cohérence, la durabilité du SI, penser long terme, c'est notre rôle. Et donc ça passe par des politiques, des principes directeurs, la maîtrise des risques, des dettes du SI et la promotion d'architecture de référence. Il ne s'agit pas d'imposer nécessairement des architectures, mais en tout cas de promouvoir des patterns, des styles qui sont à même de faciliter la vie des équipes et des développeurs. Derrière, là, on retrouve vraiment les rôles historiques de solidification, d'optimisation et de rationalisation du patrimoine, de façon à ce qu'un certain nombre de fondations soient assurées et soient présentes dans le temps. Un dernier pan on avait souligné, c'était la collaboration. Un de nos défis dans cette logique agile, c'est de pouvoir accompagner les équipes. Et là, ça veut dire qu'il faut aider à la prise de décision, et il faut aider à la compréhension, au traitement des blocages et à la montée en compétence des équipes sur cette logique-là. Donc la logique soft skills qu'on a devient encore plus majeure. Ça, c'était ce qu'on avait retenu. Alors, comme défi, alors le marché offre des éléments de réponse. Par exemple, là, on citait Collaborative Architecture, qui est un ouvrage qui date déjà de 2002, où là, en fait, il y a par exemple des possibilités, où là, le focus, en tout cas, de ces personnes-là qui ont écrit cet ouvrage, va vers l'alignement
Et la recherche du juste milieu est de se dire, ben voilà, le trade-off, hein, la décision, ben comment on arrive à l'organiser. Et donc là, il y a des bonnes pratiques sur comment organiser cette prise de décision et ce trade-off. Un autre élément intéressant, c'est l'approche continuous architecture, où là, le focus, il est de se dire, bah, il ne faut pas creuser le fossé. On a potentiellement entre ce qui se passe par l'innovation perpétuelle du terrain et puis ce qu'on aimerait faire, et ben, potentiellement énormément de sources de divergence. Et ben, là, au travers de quelques principes, on a sans doute des bonnes pratiques à déployer pour éviter ces divergences. Et notamment le fait de retarder les décisions structurantes, d'être sûr par un certain nombre de tests ou d'éprouver des architectures par, je ne sais pas, des POC, des spikes, c'est une pratique qui est de nature à éviter des erreurs trop coûteuses. On a aussi, je pense que quelque chose un peu plus récent qui s'appelle Evolutionary Architecture, je pense, qui est, lui, se dit, l'agile, ok, c'est ces défis-là, hein, on est assez en phase avec ce qui est dit dans cet ouvrage, mais là, en fait, ce qui est clé, c'est d'être dans une logique de liberté guidée. Donc, il y a des endroits où il faut rester gardien du temple, et puis il y en a d'autres où on peut être beaucoup plus souple. Et ça nécessite d'être au clair sur nos quantums architecturaux, c'est-à-dire nos sous-composants. Et ça peut être un grand progiciel dans lequel on n'a pas la main, c'est un quantum. Un microservice, on a un autre, du moment que c'est des éléments sur lesquels on peut agir. Donc ces quantums architecturaux, et ils peuvent être de toute taille et de toute nature, soyons au clair sur eux. Et derrière, regardons les exigences qu'on peut avoir, notamment sur la nature de fitness function, qui est une façon de gérer les NFR, mais dans une logique très pratique, hein, les non-functional requirements. Donc ça, c'est des approches intéressantes. Une approche aussi qui avait été développée par René, qui était là, donc un des fondateurs du club, qui est l'architecture flexible, nous semble parce que dès 2008, René s'était dit, ce qui est clé, c'est les cycles, c'est les value chains. Et ces value chains, derrière, il faut identifier les événements parce que c'est ça qui est à la base de nos systèmes d'information. Donc, il a développé une approche méthodo, hein, notamment la trame business qu'on va réutiliser dans IDEA, pour identifier les value chains et identifier les événements dans ces value chains et les grands cycles, hein, dans lesquels le SI doit agir. Bien sûr, il y a TOGAF, hein, TOGAF sur l'agile travail. Il y a un groupe qui est actif sur ce sujet-là et qui a amené un certain nombre de préconisations et de frameworks sur la façon de faire évoluer l'architecture, hein, en logique plus continue. Les choses bougent, hein, et on a un certain nombre de guidelines sur le marché. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la pratique, hein? Dans la pratique, depuis 3 ans, un certain nombre d'entreprises, je pense que certains sont là au webinaire, ont pu témoigner de comment eux s'adaptent à ces contraintes ou à ces opportunités, en tout cas, à ces évolutions de mode de fonctionnement et d'injonction. Ici, par quelques mots, alors c'est réducteur, hein, mais on essayait de un peu se dire qu'est-ce que, suite à ces explorations, ces témoignages, comment on pourrait les caractériser, hein, depuis. Et en fait, si on regarde ce qu'on a vu, Canal+, par exemple, en 2017, nous avait accueillis pour nous expliquer comment sur un programme en mode agile, déjà dans une logique de très architecture distribuée, ils avaient complètement revu leur cœur de métier en quelques mois, hein, avec 200 personnes organisées en squad, et où les architectes avaient joué un rôle majeur dans la structuration, notamment des produits et de l'intégrité à l'échelle au niveau du programme. Et ce qui avait été aussi intéressant, c'est que Canal+, au travers de ce programme, avait appris en marchant
et avait déployé notamment deux versions de leur mode de fonctionnement agile et du rôle des architectes. Une première qui était finalement assez dans une logique de Scrum élargie, et puis une seconde où là, au travers de rituels, au travers de pratiques, au travers de, ils avaient réussi à mettre en place vraiment des logiques d'intégrité à l'échelle qui fonctionnaient vraiment remarquablement bien. Preuve en est que le programme avait réussi dans les délais avec un budget moindre que prévu. Donc, c'est quand même, c'était je pense, un retour d'expérience très intéressant sur l'agile et les rôles de l'architecte sur des grands programmes ou des grandes transformations de SICR. Après, on voit hein, d'autres entreprises ou organisations ont pu témoigner. Certaines, comme Pôle emploi ou le ministère de l'Éducation nationale, au travers de Sirène, avaient déployé le framework SAFe et essayé d'être vraiment assez calé sur ce framework-là pour avoir des modes de fonctionnement homogènes. Donc ça, c'était par exemple Pôle emploi. Vente privée nous dit, nous, on est passé d'une logique de sentier à la Silicon Valley, hein, et on a eu un shift à un moment donné. Et ça, ça s'est passé par un choix fort d'entreprise, de fonctionnement en mode agile authentique, donc très dans le mindset agile de bout en bout, et où les architectes jouent un rôle notamment de decision maker dans ce contexte-là intéressant. Hein. Et pourquoi je parle aussi de tout ça, c'est que vous retrouvez hein, sur le site du club les présentations, les éléments hein, qui ont suivi ces explorations. Et donc là c'est quelque part pour moi une façon d'introduire ces différents documents qui sont à disposition sur le club pour ceux qui n'avaient pas été là au niveau des témoignages ou qui n'avaient encore pas eu le retour sur ces dimensions-là. Donc, ce que vous pourrez retrouver aussi sur les retours, par exemple, de la Société Générale, c'est comment on peut s'organiser pour être dans des modèles de living architecture, d'architecture vivante, à l'échelle, aux différents niveaux, hein, au niveau de la Société Générale, et comment notamment, au travers de decision record, on arrive à tracer les décisions d'architecture aux différents niveaux, comment, au travers de pratiques comme architecture runway, DDD ou event storming, on arrive à avoir des outils hein, de dialogue un peu rénovés entre les éléments, les gens du business et de l'IT. Michelin, on est sur là une entreprise, je pense, qui avait initié sa transformation agile depuis pas mal d'années et qui a une culture quand même agile importante sur la base pourtant d'un monde industriel historique, mais qui du coup là se pose la question de comment transformer son SI et transformer son modèle d'architecture pour vraiment accompagner ce shift-là. Voilà, maintenant, je pense que même l'architecture joue un peu même un rôle à tirer, à plus que rattraper son retard, et dans une logique de tirer les transformations qui sont en cours. Hein. ING a témoigné aussi cette fin d'année dernière et début d'année hein, au sein du club. Et là, on voit bien que en soutien d'une stratégie plateforme entreprise, il y a un nouveau framework d'architecture groupe qui est en train d'être déployé, qui permet hein, de revoir ces réflexes historiques dans une approche d'apport de valeur, notamment dans les phases amont et de réflexion. Après, d'autres entreprises, on voit que l'architecture doit s'adapter quand on est dans des logiques comme pour Thales ou Engie qu'on a vu en exploration, de Digital Factory. Hein. Donc, dans ces sous-ensembles de l'entreprise très orientés autour de l'innovation, autour de l'expérience client, autour et là aussi de modes de fonctionnement agile, ces deux entreprises, au travers de la Digital Factory, veulent accélérer le déploiement de l'agile et
Et aussi, on voit que les équipes d'architecture, du coup, ont dû se réinventer, hein. Et donc, on a deux témoignages qui positionnent finalement la façon dont comment les architectes passent d'une logique de prescripteur à une logique très embarquée dans les équipes et à une logique de leadership et de développement de l'impact au sein des équipes de delivery. Et puis, on a aussi, par exemple, eu Amadeus, hein. On n'est pas exhaustif, hein, mais là, c'était des choses un peu emblématiques, où là, on est dans une entreprise qui, historiquement, est très organique, hein, très dans un modèle organique. Et là, l'architecture était très décentralisée, n'avait pas de fonction centrale, et je ne sais pas s'ils l'ont déjà, mais jusqu'en 2018, en tout cas, c'était le cas. Maintenant, ça a peut-être changé. Et c'est là, c'est comment, dans ces logiques très décentralisées, on arrive à organiser les choses. Et là, c'est autour des chaînes de valeur, autour de, ben là, ils ont d'un framework interne, ils sont passés à SAFe. Ben, au travers de SAFe, effectivement, ils ont renforcé cette dimension architecture. Donc voilà quelques exemples d'entreprises. Alors, vous retrouverez dans le rapport, pour chacune d'entre elles, des extraits de slides un peu emblématiques des changements qui s'opèrent, hein, et de comment les équipes d'architecture agissent. Donc là, ce que j'indiquais, vous le retrouvez dans ces différents slides, hein. Notamment là, vous voyez Thales, l'équipe E1 dans les phases de framing et de scoping plus tard, n'a pas les mêmes postures et n'a pas le même niveau d'implication, hein. Mais voilà, au niveau de Michelin, des choses se passent bien sûr dans la mise en déploiement de nouvelles pratiques, hein, dans la définition de nouveaux rôles, de nouvelles façons d'appréhender le SI. Donc ça, c'est des éléments que vous pourrez retrouver dans le rapport sur ce qui se passe. Globalement, on avait aussi établi cette planche-là. On voit bien que on retrouve qu'on soit inspiré davantage par SAFe ou par Spotify des évolutions dans les pratiques un peu communes chez beaucoup d'entreprises actuellement, hein, qui tournent autour de la mise en place de nouveaux principes d'architecture comme on peut les retrouver dans SAFe, hein, avec ce dialogue intentionnel émergent, rester simple, prototyper, responsabiliser les développeurs sur les tests et sur l'opérabilité, c'est logique aussi de DevOps et de Scrum, et puis de flux d'architecture ou de runway. C'est des choses qu'on retrouve dans bon nombre d'entreprises dans la rénovation des pratiques. Cette année dernière, on a, au-delà des explorations, essayé au travers de quelques réunions et que j'ai essayé d'enrichir derrière, échanger sur l'intentionnel et l'émergent. Et parce que ça nous semblait être quand même un des nœuds. On a des défis, on a des frameworks, on a des guides, mais tout ça, c'est quand même à contextualiser, et que selon les contextes, on a finalement des éléments sans doute intentionnels, donc qui viennent un peu top-down, hein, qui restent nécessaires et qu'il faut définir et qui sont utiles. Et puis on a l'émergent, on a l'innovation, on a ce qui se passe qui est foisonnant, et que parfois il y a des frictions, et que l'organisation du dialogue intentionnel émergent, c'était un des nœuds, hein. Donc c'est un des sujets qu'on a essayé de traiter l'année dernière, et ce qui nous a amené à proposer, donc en Creative Commons, hein, donc en open source, à la proposition d'un premier framework qui est à faire vivre, mais qui est un framework qu'on va faire vivre, mais qu'on appelle IDEA, hein, Intentionnel, Dialogue, Émergent, Architecture, et qui, du coup, utilise la logique que René que j'évoquais dans l'architecture flexible de la trame business. On a fait quelques ateliers l'année dernière sur ce registre-là, qui nous permettent d'identifier les grands cycles SI, et sur cette base-là, on a essayé de voir quelles étaient les pratiques intentionnelles émergentes et utiles au dialogue entre les acteurs. Donc, quels sont ces cycles ? En fait, dans un monde, je pense, agile, il faut que l'architecte continue à jouer un rôle, bien sûr, sur le continuous building et la construction du SI, sur le maintien des capacités
l'intégrité du système à l'échelle au travers d'actions sur l'architecture en elle-même. Hein. Donc ça, c'est, je pense, le positionnement historique sur des cycles de construction de SI et des cycles d'évolution de l'architecture, des patterns d'architecture, des références. C'est le métier sur lequel on était historiquement, et c'est sur les cycles sur lesquels les architectes étaient présents. Maintenant, sans doute que l'agile nécessite aussi de se poser la question dans ce monde VUCA, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu, de l'élargissement du rôle de l'architecte, ou du moins de la considération d'autres cycles qui sont importants. On parle souvent, et par exemple dans CEF on en parle, de continuous exploration, c'est-à-dire de clarification du problème à résoudre. Est-ce que les architectes ont un rôle ou pas à jouer dans ces phases-là plus exploratoires de clarification du problème à résoudre, hein. En partant en général des pain points des users, en partant des éléments d'innovation au sein de l'organisation, mais il faut souvent me conduire des études d'impact, clarifier les problèmes. Donc, est-ce que l'architecte, hein, a un rôle à jouer dans ces phases exploratoires, peut-être encore plus qu'avant, et on le sollicite davantage dans ces phases-là? C'est une question. Est-ce qu'il a un rôle à jouer dans la définition des operating models? On voit dans ce monde qui bouge les modes de fonctionnement historiques, et c'est souvent ce qui fait la difficulté pour les organisations, hein, un peu avec un fort historique, c'est de revoir leurs réflexes. Et ça passe par potentiellement des remises en cause des operating models. Donc, operating model, hein, c'est vraiment, c'est au-delà des processus, c'est les modes opératoires, les modèles de gouvernance, les modèles de décision, hein, les rituels, les pratiques. Ça, c'est ce qui fait l'ADN d'une entreprise, mais dans le monde VUCA, potentiellement, aller sur des nouveaux terrains de jeu, ça nécessite de peut-être revoir de façon fondamentale parfois ces operating models. Donc la question autour de ça, notamment autour des offres digitales et la logique plateforme, est-ce que l'architecte a un rôle à jouer dans l'évolution de ces operating models, ou voire la création d'operating models en rupture? C'est une question. La construction du SI et de la maximisation de la valeur, c'en est une autre, mais là, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est plus historique et plus naturel, on va dire, dans les réflexes des architectes d'être présents pour accompagner les équipes de delivery dans ces phases de construction. Dans le développement des capacités à long terme et de penser l'horizon, le coup d'après, en termes d'architecture, et ça, c'est aussi quelque chose présent historiquement et qui reste valable, vraisemblablement. Après, il y a la question de l'accompagnement aussi des transformations. Alors, on rentre dans une logique effectivement agile, où les choses deviennent continues, hein, tant en termes peut-être d'exploration, de construction, que de déploiement ou d'utilisation des systèmes. De plus en plus avec une logique de produit qui va s'améliorer au travers de release ou de MVP qui se succèdent. Malgré tout, parfois, on est dans des logiques, et les entreprises le gouvernent encore comme ça, dans des logiques projet ou programme. Donc certains ont fait le shift et ont presque plus de projet ou programme et gèrent tout en produit, mais ce n'est pas encore le cas partout, et on a encore des gestions de transformation, hein. Et sans doute que parfois, pour aller plus vite en termes d'alignement et de changement, peut-être que lancer des programmes, ça reste encore la bonne formule, surtout si on est dans des cultures qui ne sont pas nécessairement encore complètement agiles. Donc, les logiques de programme ou projet, là aussi, les architectes, hein, dans la logique d'alignement et peut-être de responsabilisation et d'aide
et là, à l'organisation qui soutiennent ces programmes, a peut-être des rôles aussi un peu nouveaux à jouer dans ces cycles de transformation. Et puis, il y a tout le cycle de la vraie vie, des opérations. Et là, autour de l'optimisation des processus, mais autour aussi peut-être de la résilience des modèles, là, on a aussi dans ce cycle-là des choses peut-être intéressantes à envisager et à couvrir. Donc là, je voudrais, si possible, passer sur Klaxoon et au travers de l'activité, vous interroger sur, vous, votre vision, dans la première question, où se situent aujourd'hui dans votre entreprise les architectes? Est-ce que vous jouez, ou les architectes en général, jouent un rôle sur ces 6 cycles aujourd'hui déjà, ou pas complètement? Vous devriez avoir normalement maintenant un sondage, Playground ouvert, dans lequel vous allez pouvoir, je pense, vous exprimer sur, d'une part, donc aujourd'hui, où dans vos entreprises se situent les architectes, et dans la deuxième question, je voudrais avoir votre opinion sur où les architectes devraient se situer demain, ou devraient se situer dans votre contexte, où est-ce que on devrait se positionner? Est-ce que on a une légitimité et on a devoir d'action sur ces 6 cycles? Donc, on voit bien que là où vous jouez un rôle aujourd'hui, c'est dans la transfo, les projets et la continuous architecture, finalement moins dans le building, un peu dans l'exploration, donc, et pas beaucoup dans les opérations. Donc ça, c'est vos constats de où vous êtes aujourd'hui, ou en tout cas, si l'architecture plaît un leading role. Sur la deuxième question de où on devrait être plus présent demain, il reste la transformation, mais c'est aussi l'exploration qui ressort des votants. Après, il ne faut pas abandonner, je vois, les autres terrains de jeu non plus. Si on zoome un peu, je trouvais intéressant aussi de vous demander sur l'exploration, de se dire, et ça correspond à ce qu'il y a dans la suite du rapport, sur les 6 cycles, on a essayé de se dire, voilà, c'est quoi les objets qu'on doit manipuler finalement sur ces cycles-là, c'est qui les acteurs sur ces différents cycles, notamment les architectes, mais pas que. Et sur chacun de ces cycles, là j'ai mis l'exemple du continuous building, on s'est dit, il y a des activités de nature intentionnelle, il y a des activités de nature émergente, notamment sur le build, et il y a des activités de nature de dialogue qui sont à conduire. Et ça passe, ça c'est ce qu'on retrouve plutôt en gras, je prends des activités de nature intentionnelle sur le build, c'est donner des guidelines. C'est potentiellement clarifier les contraintes, c'est clarifier les cibles, c'est donner le cadre de ressources. Ça, c'est de nature intentionnelle. Et là, l'architecte a sans doute un rôle important à jouer sur le build, de donner ces cadres-là. Et puis, il y a les équipes, par exemple, sur le build, qui font du design, font du refactoring, font du codage, font du testing, de l'intégration. Ça, c'est des activatures de nature émergente. Et puis, entre ça, il faut organiser. Alors, il y a des techniques pour organiser la durabilité du SI, les fitness functions, gérer les NFR, les dettes techniques, être dans des logiques de gouvernance avec des règles de souplesse à curseur contextualisé, être dans des logiques de design, de définition des enablers avec potentiellement des méthodes comme l'architecture de Runway, et puis d'intégrité à l'échelle par des éléments que peuvent apporter SAFe. Ça, c'est tous pour moi des activités de dialogue. Donc, la question au travers peut-être de Klaxoon, c'est de se dire, est-ce que, de votre point de vue, sur les différents cycles, et donc je démarre par l'exploration, pas par le build, mais sur l'exploration, c'est de se dire, est-ce que si on a un rôle d'avantage à jouer, il est où? Il est sur l'intentionnel, il est sur le dialogue, ou il est sur l'émergent? Est-ce que l'architecte, sur l'exploration, il est là pour faire du strategic thinking exploratoire, donc aider au travers de, je sais pas, de cadres à driver ou guider l'innovation, ou à mettre des ressources en place un peu dérogatoires pour ces phases exploratoires, accompagner les labs, par exemple, mais du coup, de façon assez
top-down au niveau de l'entreprise, ou est-ce qu'il est là pour lui-même innover, lui-même résoudre des pain points, lui-même maîtriser les cycles data qui sont des natures émergentes, hein. Donc, quel est de votre point de vue sur l'exploration, si on se dit qu'on a un rôle à jouer là-dessus, ces phases exploratoires, est-ce que c'est dans l'intentionnel, dans l'émergent ou dans le dialogue qu'on doit être de plus en plus présent? Et là, ce que je vous proposais, c'était une logique sur ces 6 cycles, à donner un peu votre opinion de où se situe le rôle de l'architecte. Si je reprends la digital offer, on peut se dire l'architecte, potentiellement, il a le deuxième cycle, hein, il a un rôle à jouer pour éclairer la value proposition, peut-être être là dans, je ne sais pas, Diane, on a fait un événement, un collab récemment autour de la stratégie plateforme. Là, très clairement, ING, Diane, est dans une logique à essayer d'éclairer et de donner des éléments autour de la stratégie plateforme au niveau France de ING, et puis à offrir tous les outils de dialogue pour aider à ce que les équipes s'approprient cette logique-là, hein, donc à enrichir les outils de dialogue. Donc là encore, on peut se poser la question de où se situe notre valeur ajoutée, et là où on doit jouer un rôle peut-être plus majeur en tant qu'architecte. La même chose sur le build, hein, où est-ce, on dit peut-être l'intentionnel, mais est-ce que dans le dialogue, on doit jouer un rôle majeur, ou est-ce qu'on a un key stakeholder uniquement, ou est-ce qu'on est un leading role du dialogue? Est-ce que sur l'architecture, la même chose, on est dans une logique de, on est là pour faire la tech stratégie, voir la data, voir l'architecture stratégie en intentionnel, mais est-ce qu'on doit être aussi présent dans la gestion des patrimoines, dans la gestion des catalogues, dans la gestion de la data en termes émergents, ou est-ce que aussi au travers en dialogue de cette stratégie et de cette day-to-day autour des éléments d'architecture ou des assets, on a au travers de nos actions des choses importantes en termes de dialogue, sans doute, hein, sur les plans d'architecture, les data governance. Même chose sur la transformation, hein, les projets, les programmes. Est-ce qu'on a un rôle à jouer dans l'intentionnel? Je ne sais pas. C'est peut-être plus à l'entreprise de se dire les business stratégies, encore que sur la gouvernance, dans une logique de reverse Conway, donc de se dire on organise les équipes pour éviter les problèmes demain dans notre façon d'avoir des difficultés d'intégration entre le SI, choisissons bien les découpages et construisons la gouvernance stratégie. Peut-être qu'on a un rôle à jouer en intentionnel sur la transformation. Voilà, donc ça, c'est pour moi les éléments de questionnement qu'on va retrouver dans Klaxoon pour ceux qui veulent répondre. Ça nous permet d'avoir un peu un éclairage de ces éléments-là. Alors, sur l'exploration, si on regarde rapidement, on voit que vous pensez qu'il faut faire, au niveau intentionnel, vraiment un leading role. Aussi, sur le dialogue, on est plutôt dans une logique où là, c'est plutôt une participation, c'est assez équilibré, alors que sur l'émergent, là, c'est au niveau du 4, hein, c'est être un key stakeholder de l'émergent. Ce n'est pas un leading role, très clairement, voire être informé des éléments émergents, mais pas nécessairement piloter l'innovation. Je prends un autre exemple, et je vais pas tous les passer, mais sur l'intentionnel, qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous dites, OK, il faut jouer un leading role sur la définition des offres digitaux, alors que sur le dialogue, on est peut-être en key stakeholder pour faire participer. Et on est là à nouveau en key stakeholder, voire en supportive sur les aspects émergents. Parce qu'on est en train de travailler donc, sur ce sujet agile au niveau du club, sur les pratiques, hein, c'est ce qu'on a décidé ensemble, fin d'année, début d'année, c'est de se dire, en 2020, regardons 3 pratiques agiles pour voir leur cas d'usage, leur intérêt, les juger, avoir des retours d'expérience de personnes qui auraient pu les mettre en œuvre au sein du club. Et donc, on a fait des DD Event Storming dans une première session. On a encore la possibilité d'en faire d'autres, et je voudrais avoir peut-être votre ressenti, et ça nous aidera au travers du groupe à cibler les pratiques, hein, qu'on va mettre en œuvre. On veut bien avoir votre avis là-dessus. Et puis sur IDEA, donc le framework là qu'on a commencé à voir ensemble, je voulais savoir en clôture, hein, ceux qui aimeraient potentiellement
l'utiliser pour, au-delà de ce qu'on a fait, regarder dans leur contexte quelles sont les activités et pratiques qui aujourd'hui sont mis en œuvre ou pourraient être mis en œuvre et les comparer du coup avec le marché. Ça peut être une façon d'utiliser ce framework. Maintenant, c'est quelque chose qui est en Creative Commons, qui doit évoluer. Donc, je suis aussi à la recherche de personnes qui seraient motivées par le faire vivre. Et puis, potentiellement, si certains sont intéressés, si vous voulez l'instancier, je peux vous envoyer les éléments pour, dans votre contexte, effectivement, décrire du coup où vous en êtes au travers de ce modèle-là, qui est une grille de lecture, en fait, hein, d'où se positionne l'architecture. Hein. Alors, je voulais en finir là-dessus pour aujourd'hui. C'était un commentaire du rapport du club, d'où on en est, de ce framework IDEA qui est une façon de se poser des questions. Donc voilà, pour aujourd'hui, je pense que on essaiera de toute façon, ce sujet agile reviendra au mois de juin lors de cette période-là qu'on a prévu d'échanges et de points de situation sur les projets. En mode à distance, malheureusement, parce que je pense qu'au mois de juin, on n'aura pas la possibilité encore de se revoir. Mais en mode à distance, donc dans les prochains événements du club, il y aura des sessions qui vous seront proposées pour faire un point sur les différents projets courant juin.